des Neiges a pris son envol. Here comes the DDT! It's over! It's over right there! Chers clients, bienvenue au 8e épisode de la 2e saison du Super Club Vidéo Gore, la finale de saison déjà. On est le 7 juin, Steve. Pleure pas, man. Excusez, je me suis laissé emporter. Stéphane, tu t'es suivi sur mon épaule. Ouais, mais les spots, j'ai comme un excès de sébum dans le front. Crème, il se popé le matériel, par exemple. Ouais, on dirait que t'as du comme un surplus de beurre. Là, je me vois. Un surplus de beurre, c'est De le beurre flatteur. de popcorn. Ah, ok, j'ai rien à voir là-dedans. Non, C'est pas juste parce que j'ai une popcorn. peau de merde. Là. Mais non. Hey, écoute... On va-tu avoir un client cette semaine, Steve? Ben oui, on va avoir un client, Francis de la chaîne YouTube, dans mon salon. Très cool. ça. Oui, très cool, parce qu'il fait pas juste parler d'horreur, mais il parle de plein de films, mais aussi, on lui a dit, viens comme client, on veut t'avoir, on veut jaser d'horreur avec toi. Ah, Fait que pourquoi écoute, pas? il va se sentir comme chez nous. Comme chez lui, plutôt, au Super Club Vidéo Dans Gore. son salon. Dans son salon. Dans mon... Mais dans notre studio, dans son salon. C'est quand même difficile tout ça. Mais ce qui sera pas difficile, ça va être d'écouter Laurent et Christophe parler de l'année de l'horreur 1992. Oh, qu'est-ce qui s'est passé en 92? Il doit avoir... Candyman, entre autres. Ah, Candyman, ok, ça part bien. Une des routes de l'horreur, Victor va nous finir ça en grand, parce qu'il parle de Nightmare on Elm Street, hein, je pense. Le jeu de Le Nintendo. jeu. Ouais. Développé par Rare quand même et publié par LJN. Quand on a le petit arc-en-ciel là, avec ce logo-là, c'est à éviter habituellement, mais il y a toute une histoire derrière ce jeu-là, puis j'ai très hâte d'entendre Victor en parler. Puis Steve, c'est terminé cette semaine, mon cher ami. Ouais. Children of the Corn pour les films en série, le 10 et le 11. Mais c'est un remake puis un reboot. Fait que c'est comme... Deux mots que j'ai pour mourir. C'est ça. Puis toi, t'as regardé quoi? Moi, j'ai regardé un film qui s'appelle Hello Mary Lou, Prom Night 2. C'est drôle pareil, hein? Votre job, elle tient pas par grand-chose. Vous le savez, ça, n'est-ce pas? Vous êtes proche de votre départ. Là, on va vous remplacer par Cocotte puis Bosquet, nos deux meilleurs candidats qui attendent juste ça que vous partiez pour vous remplacer une fois pour toutes. Mais l'ironie dans tout ça, c'est que vous partez et les arrivages arrivent. Alors, pendant que vous êtes encore sur le payroll, allez donc les chercher. Cocotte et Bosquet. Cocotte et Bosquet. On vous donne rendez-vous dans le parking du Anorak. On va vous la péter à la gueule, puis après on va aller boire une bonne bière. Venez-vous-en. Pour la dernière fois de la saison, notre drone. Ah, j'ai le cœur lourd quand même. Ben oui. Cette boîte-là est pas trop pesante. Non, c'est ça. Va-tu nous amener des bons arrivages? Des bons arrivages? Des bons arrivaux? Des arrivaux? Arrête de dire des mots. On va parler de Night of... On a reçu Night of the Comet. Un film que j'ai regardé il y a quelques années. J'ai pas aimé ça. C'est pas bizarre. tout. C'est très bizarre. J'ai vraiment pas accroché. Je suis triste de pas avoir aimé ça. Ouais. Ben, c'est un film qui a un cult following, mais pour toutes Oui. les mauvaises raisons, je crois. C'est pas débile. C'est-tu un So Bad It's Good, selon toi? Ah, je C'est- sais pas. So Bad It's Bad? Ah, j'ai juste pas aimé, je pense. Ok. C'est correct. En tout cas, la pochette est magnifique, comme d'habitude. En fait, j'aime mieux l'original que ça. Qui est un film de quelle année, à peu près, l'original? Là? C'est un film des années 50? Non, je parle de la pochette originale. Ça, c'est comme une réédition du nouveau. C'est pas. Ça montre ma grande culture. Je suis un commis, je suis pas un gérant. Fait que, Ouais, effectivement. ça se parle. Autre chose, mon Steph? Tiens, vas-y. Ah, tu me laisses. Oh! Un bon film d'action, Lime Wire. Pas LimeWire. LimeWire, c'est sur quoi Live. tu downloads ta musique et ton porn quand t'es un jeune adulte. Live Wire. Je avec marche sur une ligne, là, en disant ça. Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Peace Bossman. On est loin du compte. Attends, Y a-tu d'autres choses? qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, Vampire. Ah, Vampire. Vampire Collection. Oh, Vampire, mais c'est deux films, tu sais. c'est- Ouais, effectivement, oui. T'as le Vampire réalisé par John Carpenter, puis t'as l'autre Vampire
produit, en fait, comme Present avec John Bon Jovi. Ah! Ouais, c'est le deuxième. Il y en a-tu un troisième? Parce que 3, ça pourrait rentrer dans mes films en série. Non. 2, ça marche pas. Tu peux faire mieux que ça que tes films aussi. Ah, je pourrais peut-être changer le concept des fois pour regarder les 2 films. Vampires de Carpenter, par exemple. Ça a été populaire quand même. Oui, moi j'avais beaucoup aimé ça. James Wood, il est cool. Puis c'était encore un Oh, flop cool. au box-office. Ouais, oui, Carpenter. Malheureusement, c'est plate, mais en fait, on aime ses films après. C'est Je sais ça. pas pourquoi. Seconde vie dans les clubs vidéo, hein? C'est ça. On n'est pas ouvert et prospère pour Et rien. voilà. Hey, on a-tu un 4e arrivage? Ben là, écoute, c'est mon regard, moi, ça, de la semaine. Écoute, Stéphane, ça vient directement du gérant. Il m'a dit, Steve, quand tu vas aller au Ciné Bazar, je veux que tu achètes Prom Night 2 pour Stéphane, pour y donner en cadeau. Ah, Parce que il sait que ça t'a terrorisé quand t'étais jeune, fait qu'il veut que tu l'aides dans ta maison. Mais c'est vraiment à toi. c'est chiant celui-là. comme cadeau. C'est Ah, comme ouais. un cadeau empoisonné. Oui, mais tu sais, notre gérant, il est gentil. Le gérant a écouté quand j'ai parlé de cette scène-là, qui est la scène avec Mary Lou Maloney, dans l'embrasure de la porte avec les mains sur les hanches. J'étais terrifié. Puis c'est resté avec moi pendant des semaines quand j'étais gosse. Et si vous voulez entendre l'histoire de la grand-mère à Steph en lien avec ça, écoutez Histoire de tronche, le dernier épisode que je suis dessus, il raconte ça, c'est extraordinaire. C'est pas mon plus grand moment de gloire, mais épisode 99, effectivement, vous allez sûrement rire un peu. Lui, il s'est étouffé tellement qu'il riait. Incroyable. Fait que là, je vais continuer à m'étouffer après la pause en écoutant Daniel. Je sais pas pourquoi je vais m'étouffer en écoutant Daniel. Je veux juste m'étouffer. Alors, mon Stéphane, qu'avons-nous dans les arrivages cette semaine? J'adore les arrivages, Steve. Comme d'habitude, un répondeur. On en a déjà un répondeur. Ah, pas ça. Ok, excuse-moi. Ben ça dépasse. On va le sortir, c'est gros. Un Sega Master System. La première. La cassette VHS du film à succès. Abonnez-vous à notre chaîne. Ah oui, il est donc. L'été, est-ce que c'est une bonne saison pour l'horreur en général? Je sais pas, hein? C'est une bonne question. Salut triple d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui en ce 21 juin, il y a un total de 21 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Premièrement, en 1972, on a Ben, qui est la suite de Willard, sorti en 1971. Je l'ai pas vu, mais je sais que dans le film, on suit un des rats qui a appartenu au personnage principal de l'original, Willard. Puis parlant de lui, je l'ai même pas vu l'original. J'ai juste vu le remake avec Crispin Glover, que j'ai trouvé quand même vraiment bon. Mais je trouvais que c'était important de mentionner Ben malgré tout. C'est un film qui m'intéresse, puis j'ai hâte de mettre la main dessus. Puis sur l'original Willard aussi. Ensuite, en 1987, on a Rock'n'Roll Nightmare, qui met en vedette John McElroy, un vieux rocker canadien. Ça raconte l'histoire d'un band qui s'en va enregistrer un album dans une maison où il y a une présence démoniaque, puis un par un, les membres du band puis leurs blondes vont disparaître. Je l'ai toujours pas vu, mais je possède une copie DVD du film, puis j'en suis quand même fier, parce qu'elle est signée par Monsieur Mickeltor. On voit probablement pas super bien, on voit un peu, mais elle est signée. Fait que c'est ça, je voulais juste flasher que j'ai une copie signée de Rock'n'Roll Nightmare. Ensuite, en 1989, on a Zombie Cat After Death, qui est en fait Zombie 3. Parce que Zombie 2, c'est en fait Zombie 1. Ouais, c'est compliqué. C'est parce qu'en Italie, Dawn of the Dead est sorti là-bas sous le titre de Zombie. Puis pour capitaliser là-dessus, les producteurs du film que Lucio Fulci venait de réaliser, qui était un film de zombies, ben ils ont décidé de l'appeler Zombie 2, puis de faire comme si c'était une suite officielle du film de George Romero. Quand les films sont sortis en Amérique, Zombie 2 est devenu Zombie 1, même pas de 1, là, juste Zombie tout court. Puis pour la suite, ben le 3, il est resté le 3. Donc, il n'y a pas vraiment de Zombie 2. Puis ailleurs dans le monde, cette série-là, elle s'appelle Zombies Flesh Eater. Bref, est-ce que le 4e il est bon? Ben moi j'ai trouvé que oui. C'est bien le fun, c'est bien cheesy, puis la chanson thème est vraiment catchy. Ensuite, en 1998, on a Children of the Corn 5 Fields of Terror. J'en parlerai pas trop parce que Steve en a parlé il y a quelques épisodes dans ses films en série. Mais je vais juste dire que même après avoir regardé sa critique où il en parle quand même en détail, ben je m'en souviens pas. Je m'en souviens déjà plus.
Les Children of the Corn, passé le 3, là, c'est des films qui sont oubliables à ce point. Ensuite, et finalement, en 2006, parlant d'oubliable, on a I'll Always Know What You Did Last Summer, qui est le 3e dans la série des I Know What You Did. J'aime quand même beaucoup le premier, mais je me souviens vraiment pas du 3e. Je me souviens juste que dans celui-là, le tueur est maintenant rendu zombie puis que c'est pas très bon. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux, à la prochaine et back to you les boys! Children of the Corn, C'est tellement dur de classer ces films-là. Là. ben, ils sont tous mauvais. Fait Parce que c'est que comme de t'as la bien- merde, de la pisse, du vomi, Ouais. une infection urinaire, Mais, un coup de pied dans les Mais gosses, il y a une affaire. pilé sur un clou rouillé, liché du tétanos. C'est lequel qui est, tu sais, c'est ça. Fait que pick a tu- thing. peu importe t'es bien dans quel ordre, à un moment donné, mais, tu sais, c'est pas aussi mauvais que The Howling. Ah, voyons donc, Non, comment non, tu non, peux non, dire non. ça? T'avais l'air moins perdu quand tu m'en parlais de The Howling, au moins, là, il y avait une certaine cohérence. Là, tu fais de ton mieux, puis c'est impossible de comprendre de quoi tu parles. Ça reste sympathique quand même. Children of the Corn, Ouais. C'est pas... t'es vraiment un bon public, Steve. Je sais plus quoi dire. Anyway, on passe à la pause. Oui. Après la pause, on se transporte en 1992 avec Laurent et Christophe. Très hâte de voir qu'est-ce que Laurent va nous parler. Oui, c'est une année qui est quand même cool. Ça, j'avais 10 ans, moi, puis c'est l'année de Candyman en plus. Fait que d'après moi, il va y avoir du bon là-dedans. Chers clients du Super Club Vidéo Gore, vous pouvez maintenant vous procurer le tout nouveau Blu-ray de la première saison de l'émission Sur la route de l'horreur. Rejoignez-les pour des voyages mémorables sur les lieux de tournage de films emblématiques, en plus de visiter des conventions d'horreur extraordinaires, tout en vous offrant des entrevues exclusives avec les légendes de l'industrie. La première saison de Sur la route de l'horreur, c'est 12 épisodes taillés sur mesure par des fans d'horreur pour les fans d'horreur. Rendez-vous au surlaroutedel'horreur.com pour plus d'informations. 1992, mon Steph. Laurent qui nous parle d'un film, Danse macabre. Ça me dit rien pantoute, mais Robert Englund en fait partie. Ça fait une couple de semaines qu'on parle de lui, je pense qu'on l'aime ici. Oui. Aïe, 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 aïe. Ouais, là, c'était pas fort mon affaire. Vraiment, mais vraiment pas fort. Habituellement, pour l'année de l'horreur, j'aime bien vous parler de films que je connais assez bien, des films que j'aime. Sauf que là, j'ai décidé de faire les choses un peu différemment. Parce que parmi les films d'horreur sortis en 1992, ben, il y en a très peu là-dedans qui valent la peine. Il y a notamment Candyman, bien sûr, Army of Darkness, Alien 3, Dracula de Francis Ford Coppola. Bref, un paquet de films que vous connaissez tous déjà assez bien, je crois. Alors moi, ben, j'ai décidé de choisir un film que j'avais même pas vu avant aujourd'hui. Un film qui est réalisé par Graydon Clark qui met en vedette Robert Englund, Danse macabre. L'histoire est super simple. Ça se passe en Russie, dans une école de danse, où des étudiantes sont persécutées par un dangereux tueur en série qui se cache dans la bâtisse. Dit comme ça ressemble un petit peu à l'intrigue de Suspiria, mais croyez-moi, ça n'a rien à voir. Alors, déjà, dès les premières minutes, on peut constater à quel genre de film on va avoir affaire. Par contre, on comprend rien. On a droit à une drôle de succession d'images qui n'ont aucun rapport entre elles. Un homme qui monte sur une moto. Ensuite, une femme en fauteuil roulant avec un air mélancolique. Et le tout avec un montage maladroit. Si je veux rester poli, je vais dire que c'est maladroit. Bref, c'est très confus comme introduction, et ça ne s'améliore pas au fur et à mesure que le film avance. Il y a énormément de facilité scénaristique dans ce film-là, des trucs qui sont complètement tirés par les cheveux, et en plus à la fin, ben, il y a une twist qu'on voit venir mais à 100 000 à l'heure. Ah vraiment, c'est cliché comme c'est pas possible. Mais en même temps, je vous rappelle qu'on est en 1992, une époque où le slasher, c'est plus tellement sa coche. On est avant Scream. Les codes du genre n'ont pas été renouvelés, n'ont pas été remis au goût du jour, donc c'est un style de slasher qui est très vieillissant à cette époque-là, et ça marche plus tellement. Mais bon, tout ça, ça peut se comprendre parce que la genèse de Danse macabre est assez particulière. Il faut remonter en 1989. Cette année-là sort ce film, The Phantom of the Opera avec Robert Englund, réalisé par Dwight H. Little.
C'est un petit film assez sympathique, donc on reprend l'histoire du fantôme de l'opéra, écrit par Gaston Leroux, et on lui donne un petit côté moderne, le tout sous le style d'un bon vieux slasher des années 80. Si jamais ça vous intéresse, faites un petit tour sur ma chaîne YouTube, j'ai consacré un épisode entier sur ce film. Mais bref, à l'époque, on n'avait même pas sorti le film, qu'on prévoyait déjà faire une nouvelle franchise de films d'horreur avec ça. On était tellement confiants qu'on avait déjà commencé à écrire le scénario d'une potentielle suite avant même la sortie du premier opus. Sauf que le destin en a décidé autrement, le film fut un échec autant critique que commercial, et en plus de ça, la compagnie de production a fait faillite. Donc le projet de suite a bien évidemment été abandonné. Toutefois, on a quand même décidé de recycler et remanier un peu le scénario pour cette suite, ce qui a donné Danse macabre. Voilà, c'était la seule info intéressante à propos de ce film. Bref, que dire de plus? On a Graydon Clark à la réalisation, et on frôle la catastrophe. Pour ceux qui connaîtraient pas ce gaillard, il a surtout réalisé des films à petit budget, limite des So Bad It's Good, comme celui-ci par exemple. Si jamais j'ai l'opportunité de vous en parler sur le Super Club Vidéo Gore, ça va me faire un énorme plaisir. Mais sinon, il a réalisé beaucoup de navets, dont celui-ci. Qui devrait rappeler de très bons souvenirs au commis Stéphane. Anyway, sa mise en scène est vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Les plans sont fades et cheap, les scènes d'horreur n'ont aucun impact, les kills ne sont pas du tout mémorables. On peut dire qu'il a fait un mini effort pour leur donner une espèce d'esthétique un peu surréaliste avec des jeux de couleurs et des jeux de lumière, mais bon, ça marche pas tellement bien. Je crois qu'il est inutile de mentionner la nullité des acteurs, je veux dire. Même Robert Englund, qui fait un minimum d'efforts pour se démerder là-dedans, tu sens qu'il a pas du tout envie d'être là. Alors oui, Danse macabre, c'est un film soit à oublier si vous avez eu le malheur de l'avoir vu, ou à éviter, sauf si vous êtes un peu maso. En tout cas, moi j'ai plusieurs regrets vis-à-vis ce film, notamment de l'avoir acheté, avant de l'avoir vu. 25$ aux poubelles. Note à moi-même, m'assurer de connaître le film avant de le choisir. Écoute, grosse année quand même, hein, 92. Candyman, Pet Sematary 2, Sleepwalkers. C'est le fun, ça. Oui, avec les faces de chat, Army of Darkness. Yes. Un masterpiece de la comédie d'horreur. De Dracula de Bram Stoker. C'est une grosse année quand même. Alien 3, que j'ai beaucoup aimé, by the way. Moi, j'adore. En fait, moi, il y a une affaire, c'est que toutes les aliens, je les trouve sympathiques, même les AVP, whatever. Je trouve ça. C'est amusant à regarder. Resurrection est bon aussi, je dois le dire. Le 4 est très correct. Lawnmower Man en 92, ça a mal vieilli. Il paraît, ouais. C'est terrible, c'est terrible. Hellraiser 3, il est pas si pire le 3. Écoute. Non, c'est vrai, le 3 est pas pire. Ouais, je préfère le 1 de loin, puis le 2 est correct, mais écoute, grosse année. Et Danse macabre, un film qui était zéro sur mon radar quand même. Ouais, mais que Laurent n'a pas vraiment apprécié. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas toutes les aimer. Fait qu'il y a Amityville aussi, 92. Hein? Buffy. Ça c'est pas bon. C'est pas bon. Le film est poche. Le film est très poche. Split Second avec Rutger Hauer. Merci beaucoup. Et Dr. Giggles. Effectivement. Et en 92, qu'est-ce qu'il y a eu aussi, mon Steph? Il y a eu The Invisible Men. Réalisé par John Carpenter. D'ailleurs, Christophe va nous parler de John Carpenter à l'instant. J'ai très hâte de voir la rétrospective qu'il va faire. Le Super Club Vidéo Gore 1992. Christophe G, ici, content de vous retrouver, tout le monde. 1992, moi, ça me rappelle que John Carpenter a sorti un film avec Chevy Chase. Ben oui, Fletch. Puis aussi Chevy Chase qu'on a vu dans Vacation, qu'on a vu dans toutes sortes de films. Donc, c'est une comédie avec Daryl Hannah et Chevy Chase. C'est pas son meilleur Carpenter, mais moi, ça me donne le goût d'en parler un peu de mon réalisateur de films de genre préféré. Donc, on va se faire un peu de place pour que vous puissiez me voir un peu. Donc, ça, c'est sorti Les Mémoires de l'Homme Invisible en 92. C'était pas sa meilleure période des années 90, mais moi, j'aime pas mal tous les films de Carpenter, puis je vais me dépêcher parce qu'il y a beaucoup de films. Dans les années 2000, il avait fait une couple
de films de la série, des moyens-métrages de la série Master of Horror, que j'ai quand même bien aimé, hein, en particulier Cigarette Burns. Très le fun. Son dernier film, hein, qui est sorti à la fin des années 2000, The Ward, avec l'ex-blonde Amber Heard de Johnny Depp, ben c'était pas mal quand même. Mais évidemment, c'est meilleur. Les années 90, on en a parlé un petit peu tantôt. Évidemment, le film mettant en vedette Sutter Kane. Pas vraiment. C'est pas vraiment un livre, hein, en tout cas, c'est vraiment cool quand même. In the Mouth of Madness. On le sait, sur la route de l'horreur, on en a parlé en masse, on est fan, on aime ça. Son remake aussi de Village of the Damned, c'était pas mal. C'était pas mal. Mais ça reste que c'était quand même du Carpenter mineur, comme Body Bags, dans lequel il a joué. Et il a réalisé une des deux histoires avec son pote Toby Hooper. Sa suite de Escape from New York, Escape from LA, hein, Los Angeles 2013, c'était pas pire. Il y a Bruce Campbell dedans, c'est correct. Vampires, j'avais vraiment pas aimé ça. Avec James Wood, non, c'était pas tout à fait ça. Donc là, on recule encore un peu. Fin des années 80, Invasion Los Angeles. They Live. Avec Roddy Piper. Pour vrai, sérieux, avec les lunettes de soleil. Trop fort, trop fort. J'avais beaucoup aimé aussi avec Jeff Bridges son film de science-fiction, comme un peu un film relativement romantique, Starman. C'était quand même un beau petit film, c'était sympathique, faudrait que je le revisite. Un des films le premier film que j'ai montré à ma fille, le seul film à date que j'ai montré, de John Carpenter, Big Trouble in Little China, les aventures de Jack Burton, trop fort. Parce que Kurt Russell, c'est un peu sa muse. Il a joué dans plein de films de Carpenter, dont évidemment Snake Plissken, comme on en parlait tantôt. Snake Plissken, Escape from New York, qui est vraiment trop bon, avec Donald Pleasance aussi. Évidemment, le classique d'entre les classiques que tout le monde mentionne tout le temps, The Thing, hein, qui a fait un flop à l'époque, mais c'est pas grave, on peut le revisionner aujourd'hui, c'est toujours aussi bon en pleine tempête de neige. Christine, son adaptation de Stephen King, trop cool. The Fog, très lent, mais très sympathique avec Adrienne Barbeau. Une couple de films pour la télé, hein, Someone is Watching Me, le téléfilm de Elvis avec Kurt Russell aussi. Il avait fait un film dans les années 70 aussi avant de faire le film qu'il a lancé, Assault on Precinct 13. Et son tout premier film, c'était Dark Star avec Dan O'Bannon. Il a fait aussi un film avec Alice Cooper, Prince of Darkness, dans les années 80. Mais le film que tout le monde connaît, c'est Halloween. Hein? Il a changé l'histoire du slasher. Puis évidemment, sans Carpenter, il n'y a pas de slasher, même si bon, il y a des racines qui vont plus profond que ça dans les films d'horreur italiens. Mais Carpenter. Puis maintenant, en plus, c'est une rockstar. Il vient de sortir le 4e tome de Lost Things, ses albums de musique instrumentale avec son fils, son filleul, c'est absolument bon. Celui-là, je dirais que c'est le meilleur qui est sorti à date. Donc, allez vous taper du bon John Carpenter. Les musiques de Carpenter sont complètement débiles. Mémoire d'un homme invisible, je vais peut-être le réécouter. Hein? Juste pour voir à quel point Chevy Chase, ça marche pas avec Carpenter, mais on check ça. Ah, le débat Carpenter, Craven. Mais. Je sais pas, il faudrait demander à Christophe qu'est-ce qu'il en pense, lui. Est-ce qu'il aime mieux. En fait, Christophe aime mieux Carpenter. Ouais, mais tu m'as quand même dit de quoi vraiment cool il y a 2 semaines. Tu m'as dit Wes Craven a pas produit autant de flops au box-office que John Carpenter, que presque tous ses films ont floppé. Ça m'a fait réfléchir à ce moment-là. Pourquoi? Je sais pas pourquoi que ces films flopent. C'est-tu le marketing? C'est-tu le style de réalisation? Pourtant, sa musique, sa trame sonore est toujours excellente à Carpenter. Halloween 78, c'est un masterclass. Des fois aussi, ça dépend quand est-ce que le film a passé au cinéma. Ils ont peut-être sorti, je dis ça de même, comme Vampire, en plein milieu de 2-3 autres films comme Blockbuster. Fait que le monde a été voir les autres films, on le sait pas. Fait que c'est peut-être circonstanciel quand même, mais en tout cas, Christophe, merci d'avoir fait une grosse rétrospective là-dessus. Puis après la pause, on s'en va voir notre client Francis de Dans mon salon, notre dernier client de la 2e saison. On ferme avec toi, Francis, puis on t'ouvre la porte avec notre cutex sur les doigts.
Le Requiem et son marché de l'horreur seront de retour pour leur 7e édition les 21 et 22 septembre prochains. Pour plus d'informations, suivez la page Facebook du Requiem, le marché de l'horreur. Le Requiem, la plus grande convention d'horreur au Québec. Fait que mon Steph, je dis souvent ça, hein, fait que mon Steph, hey Fait mon que- Steph, fait ah que- oui, mon Steph. Fait que, Francis, dans mon salon, je suis tombé sur la chaîne YouTube, j'ai trouvé ça super cool. Les vidéos sont super le fun. C'est pas juste quelqu'un qui parle en avant d'une caméra. Il y a du montage. C'est le fun. C'est le il y a, fun il y a d'avoir ça. beaucoup de personnalités, Francis. Ouais. Puis quand on l'a vu, on s'est dit c'est un client parfait pour notre super club. Donc, viens-t'en chez nous, Francis. T'es un vendeur, mon Stéphane. Merci, c'est ma job. Chers clients, cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un que j'engagerais demain matin comme commis numéro 3 au Super Club Vidéo Gore si on avait une succursale à Québec. J'ai nommé Francis qui est derrière la chaîne Dans mon salon. Francis, merci d'être là et comment ça va? Hey, ça va très bien. C'est un plaisir d'enfin être chez vous. Ben oui, là, c'est toi qui es dans mon salon. En fait. Oui, c'est vrai. En plus, c'est très hot, ça. Ça, c'est très drôle. C'est méta. C'est très méta, j'allais le dire, Francis. Francis, dans le fond, tu te roules ta bosse depuis déjà 7 ans sur YouTube avec ta chaîne Dans mon salon. Tu es un tripeux de cinéma. La raison est simple pourquoi j'ai dit que tu serais un commis numéro 3 de rêve, c'est que tu as pas mal exactement les mêmes ranges de passion que tes deux commis, Steve et Steph. Parle-nous donc un peu de la genèse de ta chaîne, dans le fond, puis comment tu en es venu à partir ton propre truc dans mon salon. Oh là là. Ben, en fait, à la base, je suis un artiste visuel. Fait que tu sais, ma conception, toute ma scolarité, c'est autour de artiste visuel. J'ai comme été mal orienté. J'aurais dû être orienté vers le cinéma. Enfin bref, à l'université, j'ai pu toucher au montage vidéo et en même temps, ben j'ai découvert sur Internet qu'il y avait certaines personnes qui étaient capables de faire des belles capsules travaillées à saveur de films, hein. Comme on pourrait parler de Le Fossoyeur du film. On pourrait parler de l'équipe de Cross et de Chroma. Moi, c'était mes bestes, le Karim Debache puis la gang. C'est eux, en fait, qui m'ont montré, OK, tu peux parler de cinéma, être drôle et être sérieux, et avec un montage, tu sais, travaillé. Fait que j'ai commencé à spotter ça, puis ben, tranquillement, pas vite, je me suis lancé parce que c'est ce qu'il faut faire. Faut commencer. Et mes premières vidéos sont affreuses. Ben, affreuse. Le contenu est bien, mais c'est le contenant qui, bon, voilà, hein, j'avais pas une bonne caméra, j'avais pas un bon micro, puis ben, de fil en aiguille, ben, plus t'écris, plus tu prends de l'assurance, plus tu fais de l'animation, plus tu prends de l'assurance, plus tu fais du montage, plus tu prends de l'assurance. Fait que, là, au bout de 7 ans, je commence à être bien rodé, là. J'ai une couple de bonnes vidéos, de bons concepts aussi, là, que je continue à faire, là. Ben, vraiment, puis ça paraît que tu es un enfant des 80s. Tu es né en 1987, Yes. dans le fond, Francis. Donc, tu chevauches un peu les années 80-90 en termes de culture populaire. Ouais. Est-ce que tu as une préférence pour l'une ou l'autre de ces décennies-là ou pour toi, les deux ne font qu'une? C'est maudit, c'est tough. Parce qu'en plus, je suis DJ à la base, fait que j'ai une culture musicale très large, là. Pour la musique, je te dirais que je suis 100% 80. Malheureusement, là, ne serait-ce que pour le New Wave, je suis 100% New Wave. J'adore ce mouvement-là. Pour ce qui est des films, c'est tellement 2 décennies qui ont été foisonnantes de créativité. J'ai de la misère à départager. J'ai de la misère à départager. Oui, ben ça, c'est comme demander c'est lequel ton enfant préféré. On ne peut pas vraiment répondre à ça. Ben oui, Tu sais? non, c'est ça. Non. Dans le fond, la réponse à ça, c'est je vous aime les deux différents. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Puis je suis d'accord avec toi pour la culture musicale. Moi, j'ai sans hésitation les années 80. Moi, je suis né en 82. Les années 80, écoute, encore à ce jour, j'écoute et j'ai des frissons parce que je revois l'époque. Puis je revois l'énergie des années 80, puis l'effervescence, puis la contre-culture qui était très présente dans les années 80. Puis dans les années 90, il y avait une certaine contre-culture aussi, mais c'était plus grunge, c'était lent, puis ça se plaignait, puis c'était pas propre. Oui, exact. Puis c'était des années très foisonnantes culturellement au Québec, beaucoup, là.
il y avait de la folie. Il y avait Ouais. il y avait de la folie du fait que, bon, on sortait des années 80 qui étaient un peu étranges. Niveau culture, c'était un brassement. L'industrie du jeu vidéo avait quasiment craché. Puis là, au Québec, on commençait à avoir une culture vraiment très forte, très présente. Fait que, non, moi, je trouve qu'on était très chanceux d'avoir grandi dans les années 80 et 90. Solide. Puis je le répète souvent, on a eu la chance de goûter aux 2 décennies, vraiment. Puis toi, en termes de préférence, au niveau du cinéma, c'est quoi le genre de cinéma que tu aimes le plus? Pendant très longtemps, c'était la comédie. Comédie at large. Des films que je suis bien quasiment gêné de dire que j'ai aimé ça. Mais Comme comédie quoi, par exemple? je sais pas, moi, mon Dieu. Tu sais, les films de Danger public. Danger Non, public avec Martin non. Short et Danny Ah, Glover. mon Dieu. Mais tu serais pas gêné de dire que t'aimes cette parodie pas cool de la Exact. chèvre. Oui, c'est ça, voilà, exact. Ça, ce genre de film-là, c'est magique. Mais tu sais, les premiers films de J-Bob, quand tu comprends pas le créateur derrière ses œuvres, t'es là, j'étais un peu gêné de dire que j'aime ça. Mais non, c'est vraiment drôle. Les Cheech and Chong, les Harold et Kumar. Écoute, moi, voilà, moi, je sais que entre au moins 15 et 25 ans, là, ce genre de comédie-là, j'en ai consommé beaucoup. Mais à travers ça, je consommais des films très underground, des films très science-fiction et thriller. Puis, je te dirais que là, j'ai une grosse vibe science-fiction. Mais tu sais, j'ai grandi avec X-Files. Ça aussi, on était très chanceux d'avoir goûté à ce phénomène-là, là, dans les années 90. Même si ça m'a foutu à la chienne puis traumatisé. X-Files, c'est côté horreur. Tu sais, c'est ça, horreur aussi, j'ai toujours été un peu baigné là-dedans. Tantôt, j'étais en bas voir ma section horreur, j'étais là, mais quand même, elle est quand même plus grosse que ce que je pensais. Là. J'ai peut-être une trentaine de films horreur. Là. Fait que, ouais, non, je suis... Ouais, peut-être plus comédie dans le temps, maintenant science-fiction, mais je suis tellement ouvert. Fait que... Le cinéma, c'est large. C'est comme tout média artistique, comme le gaming derrière moi, Mortal Exact. Kombat 2, qui est, by the way, à mon avis, la version définitive de Mortal Kombat, c'est le 2 à l'arcade. Voilà, c'est dit. J'ai pas assez joué à l'arcade, mais le 2 est excellent, ça, absolument. Ah, il était bien balancé pour un jeu. Est-ce Oui. que tu es un gamer, justement? Était ma prochaine question. Ouais. Le temps manque, malheureusement. Quand on passe la trentaine, on dirait que le temps file. File la laine. Mais oui, j'ai beaucoup de consoles en bas. J'ai toutes les premières consoles de Nintendo là, jusqu'à la Wii U, en fait. J'ai un Sega Genesis, j'ai un PlayStation 1, j'ai une tour, je game parfois. Fait que oui, je suis un gamer, absolument, absolument. Donc, quand le temps le permet, comme un peu tous les adultes dans Ouais. Midlife Crisis comme nous autres, n'est-ce pas? Ouais, absolument. Quand on va avoir 45 ans, on va avoir plus de temps, probablement. Ah ben ça, j'y arrive dans 3 Ah ans. oui, je te c'est vrai, t'es rappellerai. beaucoup plus vieux que moi, ouais, je suis Je te désolé. Non, t'as pas besoin d'être désolé, Francis. Sais-tu quoi? C'est un plaisir parce que j'ai 42 ans. Mes enfants ont 18 et 16 ans. Et puis, c'est fait, man. Donc, Oui, c'est moi, ça. je suis dans une fenêtre présentement que je lis le temps, puis je le prends même pas, man. Je me suis pas, je me suis pas assis devant mon ordi pour gamer depuis au moins une dizaine de jours. Puis pour moi, ça, c'est quand même assez long. Sur ta chaîne, outre les revues de films, les fun facts, ça, il y en a beaucoup sur ta chaîne. Je trouve ça le fun. Est-ce que tu parles de gaming un peu? Non, et peut-être qu'éventuellement, je pourrais en parler. Parce que j'ai beaucoup d'anecdotes, tu sais, justement, de jeux que peu de gens connaissent, puis que moi j'ai, puis que je suis très bien gros sur ce genre de jeu-là. Je sais pas si tu connais Vex. Je ne connais pas Vex. Ça sortit au GameCube. Man, c'est un jeu infini. Là, c'est tellement... Ça fait des années que je suis dessus, puis à chaque fois, je fais « Ah, Chris, c'est pas finissable. » C'est vraiment malade. C'est une espèce de semi-open world où c'est que tu rentres dans des portes puis que ça t'ouvre sur des univers. L'univers dans la porte est fermé quand même, mais c'est très large. Puis t'as genre, par univers, t'as une vingtaine de quêtes à aller chercher. C'est vraiment insane. Puis, tu sais, la maniabilité est vraiment très cool. Bref, Vex, c'est vraiment hot. Puis ça, c'est le genre de jeu, gros épais que je suis, que j'ai revendu à un moment donné. Puis là, j'avais comme encore la sauvegarde sur mon bloc, puis je voulais pas l'effacer. J'étais là, ah non, je vais me le racheter.
Puis là, je me suis racheté genre au double du prix parce que ça Ah, man. devenait trop, il devenait trop rare. Je suis ouais, man. Fait que là, j'imagine même pas aujourd'hui Pourquoi combien il qu'on vaut. vend notre shit, esti? C'est ça la question que je me Ah, puis pose j'en des ai pas fois, tu sais. vendu beaucoup, mais là, je vends plus rien. Non, 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 non. C'est ça, tu as eu ta leçon visiblement derrière toi. On le voit que tu en gardes du stock. Francis, j'ai envie de te montrer. J'ai sélectionné 6 films, OK? Un peu au Ouais. hasard. Je vais te montrer 2 pochettes, puis j'aimerais ça que tu me dises lequel tu choisirais et pourquoi, mais en rapid fire, tu sais, sans aller OK, trop profond. Si tu as une anecdote personnelle avec l'un ou l'autre des films, s'il te plaît, ne te cool. gêne pas. Donc, je te montre Terminator Pulp et Fiction. Pulp Fiction. Pulp Tu n'as Fiction. même pas hésité. Non, non. Alors, pourquoi Pulp Fiction? Ben, parce que Tarantino, probablement que c'est le premier Tarantino que j'ai vu, mais que je comprenais pas que c'était Tarantino, puis que j'ai vraiment tu sais, adoré ça. Là. Puis ta relation avec Terminator, ça a l'air de quoi? Toi, c'est pas tant avec Terminator qu'avec James Cameron maintenant. Parce que James OK. Cameron, dans le temps, il a fait des Christy de beaux affaires, là, mais. Il est spécial maintenant, hein? C'est plus le Ouais. même gars. Non, Ben, ouais, ben voilà. Oui, c'est ça. La vieillesse. deuxième vague. Oui, la vieillesse ou juste d'avoir un God complexe, peut-être aussi. Ça ne Ouais. fait pas à tout le monde, ça. Ben, il a pas de l'air gentil sur les plateaux. Je sais pas, j'ai pas travaillé avec lui. Mais sur les plateaux, il paraît qu'il est pas. Ah, C'est pas ça Denis Villeneuve. gosse, par contre. Non, Denis Villeneuve. Lui, il est D'ailleurs, tu très en parles dans apprécié. tes vidéos. Oui, effectivement. Tu parles Ouais. de Dune Ouais. quelques fois. Tu es un gros fan, donc encore Ouais. la science-fiction. Hein. Ouais. Je te montre 2 autres sélections maintenant. Aïe, 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 aïe. Celle-là est C'est tough, c'est quand le même. premier Turtle? C'est le premier Turtle. Ah, Ouais. c'est le Turtle. Ouais, ouais, absolument. Ouais. Donc, tu Il est- choisis ah, Turtle avant ouais. Commando. Ouais. Ouais. Puis Ouais, pourtant, écoute, Commando, c'est cool. Là. J'adore Commando. je suis avec toi. Turtles, quand j'ai vu ça, je croyais, tu sais, j'avais quel âge, 8 ans ou 9 ans dans ce temps-là. J'ai dit, OK, je peux mourir, je pense. Mon Ben, rêve est accompli. Là. c'est une très bonne adaptation. Tu sais, malgré ce que les gens peuvent dire, c'est une très bonne adaptation. C'est sombre, c'est Splinter, c'est Splinter. Non, c'est une très bonne adaptation des bandes dessinées. J'ai une profonde. Puis tu sais, Casey Jones, il est malade là-dedans. Le personnage est. Débile. Ah ouais, ah ouais. Tu le C'est vois. Elias Koteas qui le joue C'est en ça, plus. merci. C'est ça, je me souviens Puis jamais de son nom. Ah, il est cool cet acteur-là. Ah Il est ouais. underrated. Puis Ouais. c'est Kevin Clash qui joue Splinter. Kevin Ah Clash, c'est ouais. le même gars qui fait Elmo dans Sesame Street. Ça, c'est un peu Ouais, ça, fucké. j'adore. Et dernière sélection pour toi, Francis. Oui. Army of Darkness et Fight Ah, Club. non, ça, c'est chien. Je le sais. Ben, je vais y aller avec celui que j'ai vu le plus de fois et qui remonte le plus anciennement dans ma mémoire. Je suis désolé, mais c'est Army of Darkness. T'es désolé, c'est un de Ben, mes films préférés ah oui, pour all vrai? time. Ah Ben ouais, oui. c'est tellement Écoute, bon. Puis, tu sais, moi, j'ai c'est découvert excellent. Evil Dead avec ça, probablement un peu comme toi. Ouais. Et puis après ça, j'ai écouté le premier. Puis je comprenais pas parce que je voyais d'autres séquences. Puis tout le monde disait, ouais, mais c'est le premier Evil Dead. Je dis, non, c'est pas le premier. Mais il a fait un remake de son premier. Ah, le remake est encore meilleur. Mais on dort. Ben Là, oui. ah, man. Ah, j'adore. Sam Raimi, c'est un putain de génie. Putain J'adore de Sam Raimi. génie. Puis c'est une comédie d'horreur, donc ça doit être pour ça que tu affectionnes celui-là Ouais. particulièrement. Beaucoup de slapstick dans ce film-là, n'est-ce pas? Ah oui. Beaucoup de. Ah non, il y a des affaires vraiment gore, là. T'es là, oh wow, tu sais, quand il le découpe en morceaux, man. Il le met dans un sac, Ouais. puis il le dompe dans un trou. T'es, what the fuck? Ah oui, Magnifique. Ouais. j'adore. Ouais, c'est des très bons films. Puis justement, tantôt, Francis, on disait, t'es né en 87. T'avais 10 ans en 1997. On va se téléporter à cette année-là. OK. T'entres au club vidéo. Dans quelle section tu vas, puis quel film tu loues? Bon. Ben, si on est vraiment en 1997, je suis avec ma mère. Fait que, pour première des choses, on va regarder les nouveautés. Et ma mère aime bien les Douglas. Fait que ma mère, c'est sûr et certain qu'elle va prendre The Game. Et ça, c'est un film Oh! qui m'a marqué. C'est mon premier thriller que j'ai dit, OK, non, là, il se passe quelque chose. J'ai encore des frissons. Quand j'en parle, j'ai encore des frissons. Je suis chanceux, ma blonde adore ce film-là. Puis c'est un film qu'on regarde pas souvent parce que je veux encore garder la vibe. Mais The Game, c'est un incontournable. Ah Et oui. sinon, ben, on louait 2 films. Un film pour moi et un film bon pour mes parents. Et bon, étant enfant, et mon Dieu, je crois que je me serais probablement dirigé
Ouais, je pense que je me serais vraiment dirigé vers... Ouais, c'est ça, excuse, j'ai bugué. C'est Vers... vers Chérie, je nous ai réduit. Ah, excellent. Parce que ça, je l'ai pas vu au cinéma, au contraire de Plaxmol qui était sorti cette année-là, que ça, j'avais vu au cinéma. Mais étant donné que c'est le deuxième et j'avais adoré Chérie, j'ai réduit les enfants, fait que c'est sûr et certain que c'est ça que j'ai choisi. Ah, man, Fait ben, que, c'est excellent. deux affaires complètement différentes. Ben, c'est ça qui est le fun avec la culture du cinéma, puis des nerds comme nous. C'est qu'il y a tellement une diversité extraordinaire de choses à aimer, puis on n'est pas obligé de s'arrêter à un seul genre. D'ailleurs, on célèbre la diversité du cinéma de genre au Super Club Vidéo Gore, comme vous savez. Puis Francis, sur sa chaîne Dans mon salon, d'ailleurs, dis donc aux gens où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur les médias sociaux. Oui, ben écoute, je suis chanceux parce que dans mon salon, j'ai comme été un premier. Fait que pour l'instant, vous pouvez me trouver actif sur YouTube, Facebook, TikTok, ainsi que sur Instagram. Éventuellement, je vais peut-être débarquer sur Twitch. J'ai un compte Twitch, vous pouvez vous abonner, mais il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. J'ai juste réservé le nom pour pouvoir débarquer éventuellement sur la sur Twitch, mais c'est pour ça que mon setup en arrière est pas définitif. Je suis pas un méga cool, là. J'ai pas un arcade, moi, là. On peut pas tout avoir, Francis. Non, je sais. Mais c'est pas grave. Fait que oui, éventuellement, je vais débarquer sur Twitch, mais je suis beaucoup sur YouTube. Et ben, ça peut paraître un peu niaiseux. J'ai 30 ans, je fais des vidéos sur YouTube. Sauf que j'aime bien le rappeler que ben, mes vidéos, comme beaucoup de vidéos de vidéastes québécois, sont travaillées. C'est pas moi qui parle devant la caméra pendant non-stop pendant 45 minutes sans aucun montage. Non, moi, je n'aurais pas un plaisir. Tout comme vous, vos montages sont vraiment excellents. Et c'est de la qualité qu'on veut aussi donner. Hein? On est des gens qui ont grandi avec des affaires comme Radio Enfer. On a tous rêvé de faire de la radio à cause des Intrépides, entre autres aussi. Fait que, tu sais, maintenant, en 2024, on peut faire ce qu'on veut. Et nous, c'est ce qui est magique. Puis on peut bien le faire. Fait que j'encourage les gens à venir s'abonner à moi, à vous et à tous les autres bons créateurs de contenu québécois. Créateurs de contenu. Mes hommages, Francis, très bien dit. Merci d'avoir été là. Tu es le dernier client de la deuxième saison du 8e épisode. Ben, c'est un honneur également. Puis, je le répète, si on ouvre une succursale à Québec, tu es le premier qu'on appelle. All right. Le Super Club Vidéo Gore est fier d'être commandité par la brasserie Anorak Brewpub. Située au cœur de Morin Heights, la brasserie Anorak Brewpub vous offre une grande sélection de délicieuses bières élaborées sur place, ainsi qu'un menu varié succulent de style barbecue américain. Anorak Brewpub, c'est une équipe de gens passionnés qui vous reçoit avec le sourire, qui vous offre un service hors pair et des plats tout simplement délicieux. Réservez dès maintenant au brasserieanorak.ca. Stéphane, ça se termine enfin. Ah. J'ai regardé Children of the Corn 2009, qui est un remake pour la TV, et Children of the Corn 2020, qui est un genre de reboot qui a juste sorti en DVD, qui a été tourné en 2020, qui est sorti genre en 2022 à cause de la pandémie. Ils ont mis ça la glace. Puis il a été tourné en même temps que Hellraiser, Judgment en plus, même producer sauvé du cash. Il y a du monde qui sont morts pour ces films-là. Silence sur le plateau. À 3, 2, 1, et action! Ok, je suis un peu comme... On regarde là. Alright, ok. So, Children of the Corn 2009, remake de la TV. Le gars qui a décidé de faire ça, il s'appelle Donald P. Boscher, comment tu dis ça? Comment? Pas de même. Exactement. Ce gars-là a été producer aussi sur l'original et il sera producteur sur le reboot. Le gars, il ne vit que pour ça. Ça commence avec une messe, avec des jeunes dans une tente. Là, vous voyez, la tente revient encore. You got drought right here in Gatlin, Nebraska. Puis le petit nouveau fait juste parler,
puis là, ça passe à 12 ans plus tard. Ça a comme pas... L'intro a juste pas rapport. Il n'y a aucun film qui a rapport. Ça a juste pas rapport. Mais là c'est vraiment un remake. Fait que là, faut que tu oublies tous les autres films. Là. C'est déjà fait. Voilà. Bon. Tu te rappelles, dans le premier, Linda Hamilton avec l'autre dude, qui sont un couple heureux, qui s'en vont se promener. Je me rappelle de ça et des zooms. Et oui, et Linda Hamilton qui danse. Oui. 1, 2, 3, 4. No more books and studies. Là, c'est complètement le contraire. C'est un couple dans un char qui sont mariés, qui sont tout le temps en train de s'engueuler. We laugh and we sing all through the night. Too loud, Bert. What's that? You play it like that just to get under my skin. Tout le temps en train de s'engueuler, de se faire chier. Là. Fait que là, c'est comme, on va faire le contraire. Et là, ben là, ils rentrent dans un kid, comme dans le premier. Hein, il fonce dedans, comme je viens de rentrer dans Machine à boules. Attention, il y a des gagnants là. Ben, je le sais. Rentre dedans sur un kid qui a déjà la gorge tranchée. Il court plein de sang, il a la gorge tranchée, il fonce dedans. Pourquoi qu'il a la gorge tranchée? On le sait pas. Mais on va le savoir plus tard. On le saura pas plus tard. Ils font juste rentrer dedans. Et là, la fille, elle est insupportable. Je la kickerais dans la gorge. Come on, John Wayne! What are you gonna do? Elle gueule après son chum, elle est hystérique. It's no time to go Section 8! You ran that little boy down! Elle est fatigante. Contrairement au contraire de Linda Hamilton que dans le premier film, elle sait pas trop qu'est-ce qui se passe. He was just a little boy and you ran him down and you... Là, ils trouvent une mallette dans le champ et qu'ils ramènent dans le char, ils mettent le jeune dans la valise, même s'il est mort, pour pouvoir le ramener, puis ils arrêtent à Gatling, je suis jamais capable de dire ce nom-là. Il arrête là, ville complètement déserte. Oh, c'est vrai, Durant qui roule. Ils sont en train de rouler, puis elle finit par ouvrir la mallette et elle gueule « Oh my God! » en criant. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une tête, un pied, quelque chose? Non, il y a un pantin fait en blé d'Inde. Qui c'est qui crie « Oh my God » en voyant ça? C'est n'importe quoi. Il arrive dans la ville. We're in the middle of town and I haven't seen one car moving. Not one car. Et là, la fille est encore hystérique. Laisse-moi pas tout seul, j'ai peur, je vais me faire attaquer. Nanana. Il y a personne dans la ville, elle dit qu'il y a personne. Bert, don't leave me in here. Bert, come back here. Bert, please. Le gars s'en va lire des affaires dans l'église et durant ce temps-là, elle se fait encercler par des enfants. Contraire, dans le premier film, c'était le gars qui se faisait encercler par des enfants, puis il se sauvait en courant. Et là, les enfants sont beaucoup plus méchants. Ils commencent à péter le char. Et ils finissent par tuer la fille. Ah ouais, fait qu'elle avait raison pour une fois. Là. Ouais, et là, le gars, ça, c'est un gars qui a fait l'armée. Et là, il commence, lui, à être comme... En fait, il est tough. Puis, il se pète la gueule à deux kids. Puis, à un moment donné, le nouveau Isaac, là, qui est très jeune, malheureusement, le petit gars, très mauvais acteur. Malheureusement. Pas en tout. My name is Isaac, chosen by he who walks by in the rows, seer and prophet, guardian of the corn. Quelle surprise, par exemple. Du toit jusqu'à l'autre bord de la rue, est capable de lancer un couteau. Il se rentre dedans. Il enlève le couteau. Et là, tu sais, dans le premier film, tu sais, il marchait. Il marchait tout le temps. Mais dans celui-là, il est perdu dans le champ. Il est perdu dans le champ. C'est interminable. Je sais comment il se sent. Là, il est perdu dans le champ. Il y a des PTSD de la guerre. Et là, il y a des Chinois qui tirent dessus dans le champ. Tu comprends-tu? Non. C'est le plus long 1h30, 1h32 que j'ai vu de ma vie. On est dans le sweet spot. Je pense que ça a duré 3 heures. Et là, Durant qui est perdu dans le champ, un peu partout, là, durant ce temps-là, il y a un accouplement dans l'église avec un gars puis une fille qui viennent de tomber majeur puis ils veulent faire un bébé. Ça revient, cette thématique-là?
et là, t'as les enfants de genre 7-8 ans qui sont juste vraiment trop contents de voir du monde baiser. Checkez ce petit gars-là. C'en est malaisant tellement qu'il est content. On dirait qu'il a reçu un Nintendo 64. C'est à peu près de même, c'est vraiment weird. Et ça finit que le gars se fait crucifier. Scarecrow! C'est tout. C'est ce qui se passe dans le remake. Je le trouve chanceux, le gars. Là, parce que... C'est épouvantable, Stéphane. Sérieusement, c'est le pire de la gang. Oh, wow. Ah, c'est... Oh! Et là, le reboot de 2020... Ah, c'était pas fini, c'est vrai. Réalisé par Kurt Wimmer, qui a fait Ultraviolet, mais Equilibrium. En tout cas, t'as déjà vu ce film-là, oui. Christian Bale? C'est bon, c'est oui, c'est bien. Mais il n'a pas vraiment réussi avec Children of the Corn 2020. Sérieusement, ça commence où est-ce que il y a un jeune ado qui sort du champ et qui est le frère, en fait, d'une fille. Hey, Boyd. How long were you out in the corn? Et qui décide d'aller tuer un gars. Where the hell you been? Et après la scène d'après, tu vois le shérif, les policiers qui jasent. Et là, tu vois qu'il y a un tuyau. Puis ils ont décidé de gazer tous les kids dans l'école, puis ils sont tous morts. Ah! Sauf la petite fille qui est à l'extérieur. C'est allé vite, tout ça. Là. Ouais, mais ça, c'est la scène d'intro. La petite fille à l'extérieur qui va devenir la Reine Rouge. Elle se surnomme la Reine Rouge. What's with the wig? Today, I am the Red Queen. Là, bonjour, Monsieur Sénécal. Oui. Là, mais t'as une ville comme plus normale, tu sais, dans les Children of the Corn, c'est tout le temps des villes, souvent, comme il y a personne dedans. Les villes fantômes. C'est comme bizarre. Là, t'as une ville normale, il y a plein de monde, fait que Eden, E-D-E-N, Eden, merci beaucoup. Eden devient la Reine Rouge, et là, elle n'est pas d'accord parce que tout le maïs est en train de mourir. Our corn is dying. Ça, c'est tragédie. Et là, ils décident, les parents veulent, les adultes veulent vendre les terres à des grosses compagnies pour bâtir des choses et elle n'est pas d'accord. Everyone's voted. Except everyone hasn't voted. Parce que elle, dans le champ de maïs, elle a un ami, l'homme qui marche derrière les rangs. Et là, elle décide de tout révolter les enfants pour tuer la plupart des adultes. À un moment donné, ils les pognent, ils les mettent en prison. Après, ils les enterrent vivants. Ensuite, les autres parents qui n'ont pas enterré, ben, ils les laissent courir dans le champ pour nourrir le champ. Que le champ va les manger. Y a-t-il encore le petit serpent en dessous de la terre? Le serpent il est plus là. Ça a juste arrêté subitement. Ouais, après le 3, après qu'il soit sorti de la terre, là, il n'y en avait plus après. Ok. Et là, à un moment donné, elle fait un sacrifice pour le monstre du maïs. Come to us! Et là, il y a un monstre en maïs. C'est comme qui marche, là. En CGI maïs, dégueulasse. C'est vraiment pas bon. Ils finissent par tuer, faire brûler ce monstre-là, le tuer. Et après, ben, Eden qui s'était sauvé dans le champ de maïs revient et mange et tue la personnage principale. On dirait que t'es fini comme ça. T'es en burn-out, on dirait, Steve. T'es comme en épuisement professionnel. Les piles sont à terre. Man, imagine. 11 films. 11. Quand l'avant-dernier est un des pires, le 2020 a juste
C'est un reboot par rapport. C'est-tu bon quand même? Sérieusement, ces deux-là, je les ai trouvés moins divertissants que les autres. Oh, wow, pis t'as fini avec ça. Ouais, tu sais, des fois, le dernier ou le reboot, il peut être un petit peu mieux. C'est assez décevant. Après, où est-ce que je placerais les Children of the Corn avec Howling, Hellraiser? I Know What You Did Last Summer aussi. Ouais, mais ça, il y a juste 3 films. Ouais. Je le sais pas, mais en fait, je pense qu'il faudrait que je place Children of the Corn entre Hellraiser et Howling, juste parce que Hellraiser a les 3 premiers. Mais c'est meilleur qu'Howling. Howling, c'est aïe! calice de marde. Mais t'étais tellement moins vide. Ton âme, on dirait qu'elle est siphonnée de ton corps. Là, je suis plus capable. Toi, t'as regardé quoi? Hello Mary Lou, Prom Night 2. Hey, toi, regarde-moi ça. Steve, la meilleure façon de vaincre ses peurs, c'est de les affronter. Hein? Jeune Stéphane, en 1987, avait vu une bande-annonce qui l'avait traumatisé, avec Mary Lou Maloney dans l'embrasure de la porte. Il m'avait glacé le sang, et maintenant, 37 ans plus tard, finalement, je visionne le film Hello Mary Lou, Prom Night 2, qui, initialement, ne s'appelait pas Prom Night 2. C'était The Haunting of Hamilton High, un film de possession, hantise, dans une école. Et ça a été changé à la fin de la production pour devenir une suite du film Prom Night avec Jamie Lee Curtis. C'est une des raisons pourquoi il n'y a aucune calice de continuité avec le premier film et le deuxième. Ils n'ont pas de lien ensemble. Ouais. Je savais pas ça. Ça arrivait souvent, puis l'idée c'était juste pour miser sur le succès qu'avait eu le premier Prom Night. Ça raconte l'histoire de Mary Lou Maloney, qui est la prom queen en 1957. Avec son chum, et le gars, on présume qu'il est son chum qui l'accompagne, qui s'appelle Bill. You look really beautiful tonight, Mary Lou. Au prom, et on se rend compte que Mary Lou Maloney, ben, est dévergondée. Puis, elle fuck pas mal avec tout le monde à l'école. Have you seen Mary Lou? Et Bill la prend en flagrant délit de tendresse. Oui, en flagrant délit de tendresse. Encore tout ébloui de promesses. Il la prend en flagrant délit avec un de ses amis en train de la frencher pendant que les deux boivent une bouteille de vodka. Be cool, Billy. We're doing anything. Oh, speak for yourself. Bill se rend compte que Mary Lou est pas fidèle, puis il veut l'humilier. Donc c'est la reine du bal. Et l'ami de Bill prépare une bombe puante dans la salle de bain. It'll stink up the whole place. Une bombe puante, c'est assez inoffensif en général. Un autre ami de Bill, pas celui qui frenchait. Non, un autre ami de Bill, il travaille avec lui pour faire une bombe puante pour humilier la reine du bal sur le stage. Donc là, on a des vibes de Carrie au début parce qu'on voit Mary Lou avec sa couronne, sa robe de bal, sa banderole. Et t'as Bill qui est dans les rafters, dans la mezzanine en haut, lance la bombe puante qui prend feu. Donc, elle tombe dans un rideau, ça brûle Mary Lou, puis Mary Lou se fait vraiment brûler vivante devant tout le monde. Donc, à l'inverse de Carrie, Carrie fait brûler tout le monde dans l'école, mais là, c'est la reine du bal qui brûle par accident, et on a le contact visuel des yeux du jeune Bill et de Mary Lou. Bill ne voulait pas la mort de Mary Lou, bien sûr, c'est un accident. Hein? Mais c'est tragique, et qu'est-ce qui arrive après ça? On arrive 30 ans plus tard, en 1987, à Hamilton High, encore une fois, la même école, et on suit l'histoire de Wendy. Wendy est la nouvelle coqueluche de l'école, donc c'est une fille très belle, populaire, qui est pressentie pour être la nouvelle Mary Lou Maloney 30 ans plus tard, donc ça va être la reine du bal également. Et cette même Wendy tombe par hasard sur un coffre dans les archives de l'école, ou dans le attic de l'école plutôt. Mais qu'est-ce qu'elle faisait dans le attic de l'école? Elle se promenait à des places que t'as pas supposées, la petite fille Wendy. Et quand elle ouvre le coffre, elle trouve la couronne du bal de Mary Lou. Et sa robe également. Et ça fait en sorte que Mary Lou revient et possède
Wendy à travers le film. C'est un film qui est très lent. C'est un film qui a beaucoup de dialogue, mais qui est quand même bien fait. Et ça a des vibes. Mais des vibes de Nightmare on Elm Street 1 et 2. Donc, Nightmare 1 parce que ça se passe dans une école secondaire, puis il y a des flashbacks du passé avec des visions terrifiantes puis des cauchemars. Puis Nightmare 2 parce que Mary Lou Maloney s'empare tranquillement et progressivement du corps de Wendy et elle se manifeste à travers elle. Et on découvre rapidement au début du film que le directeur de l'école, c'est Bill. L'ancien chum de Mary Lou Maloney est devenu directeur. C'est comme ça qu'on devient directeur dans les écoles. On brûle la reine du bal. 30 ans plus tard, on a la meilleure job en ville. Hein? Et il est joué par Michael Ironside. Puis il livre une super bonne performance. Est-ce qu'on le voit plus que dans Children of the Corn Revelation? On le voit plus que 2 fucking scènes. Oui, on le voit quand même pas mal. Il y a un rôle important dans le film quand même. Puis Michael Ironside, ben, il fait toujours une bonne job. Peu importe le matériel qu'on lui donne, je le trouve convaincant. Je trouve qu'il y a une grosse présence sur scène. Il est très bon là-dedans. Et le fils Craig, le fils de Bill, et le chum de Wendy, qui est la nouvelle Mary Lou de l'école. What a coincidence! Ouais. What a coincidence! Fait comme je disais, il y a beaucoup de Nightmare 2 dans ce film-là, ce qui est une bonne chose pour moi. C'est un film, même si j'ai aucune nostalgie, que je me sentais nostalgique de l'époque, parce que c'est super bien rendu dans Prom Night 2. Le réalisateur Bruce Pittman, que je ne connaissais pas, je crois pas qu'il a fait grand-chose d'autre, a fait une belle job avec ce film-là quand même. C'est quand même slow, comme je vous disais tantôt, mais dans l'ensemble, c'est très bien fait. Il y a une scène où est-ce qu'on voit Mary Lou Maloney dans le passé, dans un confessionnal. On la voit à quelques reprises parler avec le prêtre disant qu'elle a péché, puis à un moment donné, elle fait juste lui demander « Will you fuck me? » Ça m'a tellement surpris, je m'attendais pas à ça, pas en tout. Il y a une scène aussi, un rip-off total de The Exorcist, où est-ce qu'on voit un prêtre qui dit « The body of Christ compels you ». Depart this mortal coil. The body of Christ compels you. Puis Mary Lou revient et se manifeste, puis là, elle est en chasse pour aller tuer Wendy, qui lui a permis de se manifester dans le monde 30 ans plus tard. Et la fin, pour ceux qui l'ont vu, vous le savez, c'est un rip-off total de la fin de Nightmare on Elm Street 1. On a Wendy et Craig assis derrière la voiture qui pensent avoir vaincu Mary Lou, oui. Et Bill, Michael Ironside, conduit l'auto. Et quand il se tourne, il a les yeux de Mary Lou. They're playing our song. Et les deux derrière crient à mort. Let's cruise. Et le film termine comme ça. Mais je l'accepte, ce rip-off-là, quand même, Steve. Fait que j'ai vaincu mon traumatisme, finalement, et j'ai regardé Prom Night 2. Et merci au gérant d'avoir commandé la copie juste pour le commis Steph. Et ben, ça va mériter quand même des yeux pas pires, ça va mériter 3 yeux sur 5. Ah, on finit l'année, la saison, avec un petit pas pire, c'est oui. Fun. Écoute, c'est pas un 5 sur 5, on s'entend, mais c'est un film qui a totalement sa place dans le canon des années 80 et de l'horreur qui est juste unique, puis qui a vraiment une saveur qui peut pas être reproduite, même avec les meilleurs hommages aujourd'hui, ces films-là, ils ont leur place, puis je suis très content de l'avoir vu. Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'après la pause, Après la pause, Victor va nous parler de Nightmare on Elm Street en vidéo. Pourquoi? Tu parles comme le conte dans Sesame Street. Oh, greetings, it is I, the Count. Ah. Chers clients du Super Club Vidéo Gore, si vous êtes passionné par l'horreur comme vos deux commis préférés, la chaîne YouTube Horreur FM est faite pour vous.
Rejoignez l'animateur Daniel Leblanc pour ses critiques approfondies de films d'horreur de tout genre. Il parlera des films d'horreur les plus obscurs sans négliger les plus récentes sorties de notre genre cinématographique préféré. Vous aimez les top 10, les thématiques saisonnières, les critiques des pires navets de l'horreur et même les analyses des sacs de chips ou des ramen trop piquants? Abonnez-vous à Horreur FM dès maintenant. À la prochaine les tripeurs! Quand je suis allé à No Reset 4 avec Victor, l'événement de gaming et de speedrunning, Victor est arrivé avec sa cassette de Nightmare on Elm Street. On a d'ailleurs une photo ici. Ce jeu-là est pas écœurant. OK? C'était pas supposé être un jeu de Nightmare on Elm Street au début, je crois. Puis ils ont juste tagué la licence de Nightmare par-dessus. Un jeu avec un tueur d'enfants sur une console destinée aux enfants, c'est étrange. J'ai très hâte de voir ce que Vic va en dire. D'ailleurs, Vic est capable de finir ce jeu-là en un temps record. Donc, Victor, game-nous ça. Stéphane, les membres du Super Club Vidéo Gore. Aujourd'hui, je vous parle de Nightmare on Elm Street pour la NES. Ok, fuck le non. Ça c'est pas moi. Hein? Les skits de Angry Video Game Nerds, on va laisser ça dans les années 2010. Hein? Allô les cheveux. Là, moi pour vrai, ça fait je sais pas combien de semaines, de mois, de temps que je suis dans le processus d'achat d'une maison. Dans le milieu de ça, je suis tombé sur une fraude avec le gouvernement du Canada. Puis là, je suis obligé de faire ça à la dernière minute, pas préparé pantoute. Le pire hostie de cauchemar d'un perfectionniste. Je vous parle de Nightmare on Elm Street. C'est un jeu qui a été publié par LJN, une compagnie fameuse pour ses jeux pourris comme Beetlejuice. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est que ça a été développé par Rare Studios, qui a sorti entre autres Donkey Kong Country, Killer Instinct puis Banjo-Kazooie. Nightmare on Elm Street, au début, ils voulaient faire ça que tu jouais Freddy puis que tu te promenais sur Elm Street pour tuer tous les adolescents. Mais finalement, ils ont changé d'idée. Je me suis demandé un petit peu pourquoi, fait que j'ai fait de la recherche. Au début, je pensais que c'est parce qu'il y avait eu une tuerie aux États-Unis puis ils voulaient éviter, dans le fond, la controverse. Mais en creusant un petit peu plus, ce serait plutôt l'horrible jeu Texas Chainsaw Massacre sur Atari. Dans ce jeu-là, tu jouais un Leatherface hyper pixelisé avec une tête de citrouille, puis sa chainsaw qui ressemble à une grosse graine pleine de verrues, puis tu tuais des adolescentes. Puis ça a été un flop monumental, fait que je pense qu'ils ont décidé de pas reproduire la formule. Comment j'ai découvert le jeu? C'est la compagnie NECA, en fait, qui ont sorti une figurine à l'effigie du jeu. Ça, c'est la pochette du jeu, mais comme c'est la boîte de NECA. Puis là, vous pouvez voir, on a Freddy, version jeu NES, dans son beau pull orange et orange. Dans le jeu, tu dois ramasser tous les os de Freddy éparpillés à travers Elm Street pour finalement les brûler dans le boiler room de l'école secondaire. Ça ressemble un petit peu à ce qui arrive dans Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors. Au début, ça semble relativement facile. On dirait que tu as des vies à l'infini, le jeu pardonne un peu dans les 3 premiers tableaux, mais ça vient progressivement plus difficile. Puis c'est pas clair aussi combien de vies qui te restent à n'importe quel moment. Dans le fond, quand ça fonctionne, c'est que tu as 3 continues, puis chaque continue, je pense que tu as 4 vies. Puis chaque vie, je pense que tu peux prendre comme 3 ou 4 hits. Mais vu que, fun fact, le jeu est fait pour 4 joueurs, c'est un des rares sur la NES, tu te concentres plus sur ton Dream Meter puis combien de vie qui te reste dans ton continue. En cours de route, il va falloir éviter de tomber dans le monde des rêves, quoique c'est peut-être pas tant le cas, parce qu'une fois qu'on tombe dans le monde des rêves, on peut choisir un des Dream Warriors, qui donne des pouvoirs, dans le fond, comme l'acrobate, qui est mon préféré, qui permet de sauter beaucoup plus haut, puis de lancer des lances à une vitesse incroyable dans les airs, qui s'avère aussi être la meilleure façon de battre les boss. Parlant des boss, c'est souvent des représentations de Freddy. On le voit sous forme de fantôme, chauve-souris géante, on a son gant, on a sa tête, puis on a son gant, puis sa tête. La plupart des boss me font penser à nos vieux lecteurs DVD, quand ils tombaient en stand-by puis qu'on voyait le logo qui se promenait d'un bout à l'autre de l'écran. C'est
pas un jeu parfait. Il y a plein de défauts, mais c'est un jeu que j'ai adoré apprendre à maîtriser. Et puis c'est un jeu aussi qui me donne vraiment une bonne vibe de Nightmare on Elm Street, qui est comme ma franchise d'horreur préférée. C'est un jeu aussi qui me fait rêver, parce que je me dis que si on était capable de faire ça sur la NES, je vois pas pourquoi ils seraient pas capables de trouver un concept pour faire un jeu de Nightmare on Elm Street sur nos consoles modernes. Fait que c'est ça les membres du Super Club Vidéo Gore. Moi je vais... Je vais t'avouer, Steph, que quand que t'as gamé sur Twitch puis t'as joué, j'étais comme, ah, ça a l'air le fun, le jeu. Mais là, Victor, ben, encore une fois, Victor et Guillaume, ils nous convainquent. Je suis convaincu. Si je suis convaincu, je le suis. Ouais, mais j'ai peur pour nos jobs parce qu'ils sont vraiment très bons, les deux. Puis Victor, ben, il vient de faire encore une fois un excellent travail. Moi aussi, ça me donne encore envie de jouer, malgré que ce jeu-là est frustrant à souhait. J'ai quelques anecdotes avec Nightmare on Elm Street. J'ai beau tout faire pour vous autres, les mauviettes, mais là, c'est le bout de la chandelle. OK, j'arrive comme un cheval sans la soupe, mais là, c'est la cerise qui fait déborder le sundae. Le répondeur, je suis obligé de vous le visser d'en face pour que vous preniez les messages. En tout cas, on traversera la rivière quand on sera rendu au bout du tunnel. Vraiment mélangé comme un jeu de quilles, ces deux-là. Mélangé comme un jeu de quilles. Ah ben, c'est pas mal tout ce qu'il a dit au aucun sens. Pas mal tout. Pas mal tout. Ouais, j'appelle pour savoir si vous avez reçu de Johnson's finalement. Là. Tu sais, Steve il avait dit qu'il voulait le faire écouter à tout le monde. Mais là, ça fait 4 fois que je passe, il est tout le temps sorti. Là. Pouvez-vous mettre mon nom sur la liste? Mettez-moi là de côté, il m'a laissé un dépôt. J'ai vraiment envie de voir ça. Là. Y a-tu moyen de l'avoir, s'il vous plaît? Rappelez-moi, je suis tanné, là. Hey, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Johnson. Qui c'est qui a loué ça? C'est-tu Jean-Guy? Jean-Guy encore qui nous a pas ramené de Johnson? Il est où de Johnson? Je sais pas, crime. Je sais pas. C'est lui qui y va cette semaine. Encore? J'étais là la semaine passée. Ah ouais, go! Moi, je vais chercher de Johnson. Je suis sûr qu'on l'a. Non, comment ça fait? Il devrait être. Ok. De Johnson. Ah. Qu'est-ce qu'on a dans les retours cette semaine, Steve? Je sais pas, mon Steph. Ramène-nous ça. Fallait parler de Michael Ironside. Oh! Scanners! Filmé à Vaudreuil. Oui, il y a plein de lieux de scanners à Montréal, en fait. T'as déjà vu le building? J'ai visité le building. Pour le vrai? Je suis rentré, oui. C'est rendu une affaire de potes à cette heure. Hein? Ah, une affaire de potes. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Potes là-dedans. Mais non, tellement un bon film, Scanners. Ah, c'est fucking bon. C'est très, très, très bon. Ouais. La scène avec le journaliste avec la tête qui éclate que tout le monde connaît. Là. Oui, qu'ils ont fait avec un vrai shotgun. C'est fucké, ça. C'était un vrai shotgun? Un vrai shotgun qu'ils ont fait péter avec le kit. Ah non, c'est fucké. Ça, je savais pas. Par contre, là, tu vois ce que ça ferait. N'essayez pas ça de vous rentrer un shotgun dans le rectum par en dedans. Ouais. Tirer, vous pourriez être mort. Ouais, mais ça serait une belle série. Scanners 1, 2, 3. Et après, t'as le 4e qui est en fait le 2e de Scanner Cup. Fait que t'as Scanner 1, 2, 3, t'as Scanner Cup, puis après t'as le 4e Scanners qui devient Scanner Cup 2. Fucking, mais super bon. Je vais trouver mieux. Là, il mérite une bonne série. Pouvez-vous faire des recommandations dans les commentaires, s'il vous plaît? Là? Parce que Children of the Corn, ça a failli le tuer. Ah, je pourrais faire de l'action éventuellement. Pas une mauvaise idée. C'est pas pire, ça. On va chercher d'autres choses, mon Steph. Oh! Ça, c'est très rare. Un jeu de Sega Master System. C'est quoi ça? C'est Alex Kidd de Lost Stars. Donc, Alex Kidd, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était... Pas grand monde qui connaît c'est qui Alex Kidd. Ben justement, c'est un des nombreux flops de Sega avant le Sega Genesis. C'était supposé être leur mascotte en réponse à Super Mario. Eh boy! Ça n'a pas fonctionné. Sega! C'est pas des mauvais jeux, Alex Kidd. Je vous dirais que c'est... Sega! Je vous dirais que c'est des jeux à essayer. C'est coloré quand même. Puis l'idée de ça, c'était de faire de quoi qui était plus axé aux jeunes. Donc, pour attirer les jeunes, ils ont pris quelqu'un en pyjama qui se bat avec des cartes. Ça a pas marché. C'est un peu de l'horreur. On pourrait dire c'est un peu de l'horreur. Ben, ça, en parlant... un peu de l'horreur. On a... Blade. La scène du rave. C'est tout ce que j'ai à dire. Ben oui, mais en fait, ils sont le fun à regarder les Blades. Oui. C'est divertissant. Sauf quand Triple H arrive sur scène dans le Ah, ça c'est ouf. Et puis en plus, le 3, là c'est le 1, mais le 3, tu sais que Wesley Snipes,
il était vraiment comme un esti de trou de cul. Fait qu'ils ont réécrit le scénario. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup Ryan Reynolds puis Jessica Biel et non Blade. Parce qu'il était vraiment un trou de cul. Fait que il tournait des shots avec Wesley Snipes. Il disait ok, c'est beau, c'est un rap. Wesley Snipes s'en allait, puis il retournait sur le plateau, puis il tournait des affaires sans y dire. C'est vraiment fucké, ça. Mais le 1 est bon. Le 1 est excellent, puis c'est dans le temps que Marvel n'avait pas beaucoup d'argent. Non. C'était pas un gros studio dans ce temps-là, mais ça avait pogné beaucoup, ce film-là. Hey Steph, je vais y aller moi aussi. Je vais te sauver ça. Sacrifice. C'est le dernier retour de la deuxième saison. Hey, Poltergeist, mon Steve, une collabo de Steven Spielberg et Toby Hooper. Rencontre au sommet des grands. On a le 2 puis le 3 aussi, quelque part aussi. Ils sont tous bons, les Poltergeist, je trouve. Ça fait longtemps. Ben, à part le remake. Je compte pas ça comme un Poltergeist. C'était mauvais, inutile. Le remake, là, même Sam Rockwell est pas bon. Puis Sam Rockwell est bon habituellement. Fait que c'est comme... Mais son script était à chier, ça a de l'air. Puis, mais l'original... Oui, mais c'est... c'est un film que... Poltergeist, c'est comme le Home Alone de l'horreur. C'est un film à revoir à tous les ans. Home Alone, je le fais encore, j'ai 41 ans, bientôt 42. En fait, j'ai 42 maintenant. T'as eu 42? Ben oui, mais ça, c'est l'âge. Hein. J'oublie l'âge que j'ai. Mais Poltergeist, c'est un rendez-vous annuel pour moi. Steve, je te conseille de te remettre. Je pourrais-tu regarder ça avec mon fils, maintenant? Ça dépend de quel. Ben, celui de 10 ans, là. Non. Non? Ben, je pense pas qu'en tout. Ben, c'est général. Ouais, mais il y a 2 scènes en particulier, Steve. Ça dit 14 ans et plus ici. La première scène qui est tough pour un kid, c'est quand le gars s'arrache la face dans le miroir de la salle de bain. OK. C'est assez rough. L'autre, les cadavres qui remontent dans la piscine creusée. Ah ouais. C'est un peu traumatisant pour des enfants. Mais ce qui est pas traumatisant, c'est le Super Club Vidéo Gore. Et nos clients, vous êtes pas traumatisants, c'est des doses d'amour que vous nous donnez. Merci tellement. C'est la fin de la 2e saison, le 8e épisode qui rappe à l'instant. Yes, c'est le temps d'aller dans la piscine creusée, pas de cadavres, d'aller relaxer un peu. C'est Fantasia bientôt. On va peut-être se voir là-bas. Possible. On verra. On est vraiment content que vous soyez là au rendez-vous à toutes les semaines. Comme Stéphane dit souvent, sans nos clients, le club vidéo serait fermé présentement. Et il est toujours ouvert. Exactement. On a plein de films disponibles en plus. On a des films partout sur les tablettes. On a des films... On a même Milton vs. Ouellet, qui est un... c'est un film de machine à classique popcorn. de la boxe québécoise. C'est pas moi qui ai mis ça là, Steve. C'est quoi ça exactement? T'as caché de Johnson, t'as fait mettre ça sur la... C'est tout le temps de ma faute, hein? Le gérant est jamais à blâmer, c'est tout le temps à moi. C'est beau, ça, hein? On se revoit plus tard, gang. Si j'ai encore ma job. Merci.